Bienvenue à Inside News Review. Nous analysons ce soir la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, tenue hier à Paris. Félix Tshisekedi s'est rendu dans la capitale française. Paul Kagame ne s'y est pas rendu. Yoweri Museveni, président ougandais, absent également. Évariste Ndayishimiye, président burundais, absent. Emmanuel Macron a annoncé 1,5 milliard d'euros d'aide humanitaire et la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que signifient ces engagements? Qu'est-ce que révèlent ces absences? Décryptage intégral. Avant même l'ouverture des discours, le premier enseignement de cette conférence réside dans sa configuration. En diplomatie, la liste des participants est un message en soi. L'analyse des présences et des absences dessine les véritables lignes de fracture et les allégeances stratégiques qui pèsent sur ce dossier. La conférence du 30 octobre réunit une cinquantaine de pays et organisations internationales. Côté africain, la présence effective se limite au président congolais Félix Tshisekedi et au président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs. L'absence de Paul Kagame constitue un signal politique majeur. Le ministre rwandais Olivier Nduhungirehe dirige la délégation rwandaise. Cette décision maintient un contact institutionnel sans exposition politique directe du chef d'État. Kigali évite ainsi toute confrontation symbolique avec Kinshasa dans un format public international. L'absence simultanée des présidents burundais et ougandais confirme la fragmentation régionale. Museveni et Ndayishimiye ne cautionnent pas cette initiative diplomatique française. Leur non-participation signale un désaccord sur le cadre même de la médiation. La région des Grands Lacs refuse de se laisser dicter son ordre du jour depuis Paris. Les dynamiques diplomatiques en cours à Washington, Doha et au sein de l'Union africaine structurent les positions des acteurs régionaux. Paris entre en concurrence avec ces processus plutôt que de les renforcer. Les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Espagne, la Suède et l'Italie participent à travers des représentants de haut niveau. La Communauté d'Afrique de l'Est et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs envoient des délégations. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, intervient par message vidéo dans lequel il qualifie la situation humanitaire en RDC comme l'une des plus graves au monde. La configuration finale de la conférence isole diplomatiquement Tshisekedi plus qu'elle ne le soutient. Le président congolais se retrouve seul face à une communauté internationale qui propose de l'aide humanitaire sans garantie sécuritaire. C'est dans ce contexte d'isolement relatif face à ses partenaires occidentaux, mais en l'absence de ses contradicteurs régionaux, que le président congolais a pris la parole. Son discours n'était pas seulement un plaidoyer. Il constituait une offensive diplomatique visant à fixer les termes du débat, à rappeler le droit et à exiger des engagements précis. Voici donc déconstruction du discours de Félix Tshisekedi. Point B. Le président congolais structure son intervention autour de 3 axes: diagnostic de la crise, requête précise, engagement conditionnel. Le diagnostic repose sur des données humanitaires incontestables. 26 millions de personnes en insécurité alimentaire en 2024. Près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffre de malnutrition chronique. 445 zones de santé sur 519 rapportent des cas de choléra et de Mpox à la 45e semaine épidémiologique de 2024. 7,8 millions de déplacés internes selon les organisations humanitaires présentes à Paris. Plus de 2,1 millions de nouveaux déplacés depuis janvier 2025, dont 1 million d'enfants. 90% des déplacés se concentrent au Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Tshisekedi attribue directement cette crise au groupe armé M23, soutenu logistiquement, financièrement et opérationnellement par le Rwanda. Il cite la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et inconditionnel du M23 de toutes les zones occupées
y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Le président qualifie cette résolution d'impératif juridique et politique. Cette formulation vise à contraindre juridiquement les participants à la conférence. Tshisekedi transforme une obligation internationale en point de passage obligé pour toute solution politique. Les 3 requêtes formulées structurent la position congolaise. Première requête, accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Tshisekedi propose un corridor humanitaire aérien strictement encadré sous responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises. Deuxième requête, financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire 2025 prévoyait 2,24 milliards de dollars pour assister plus de 20 millions de personnes. Ce plan demeure sous-financé. Avant la conférence, seuls 16% des besoins étaient couverts, contre 53% fin 2024. Tshisekedi demande un engagement financier additionnel ciblé sur la santé d'urgence, la sécurité alimentaire, les abris pour déplacés, la protection des survivantes de violences sexuelles. L'accès à l'eau potable. Troisième requête, alignement politique international. Chaque partenaire doit soutenir l'application effective de la résolution 2773 et appeler clairement au retrait du M23 et des forces étrangères non invitées. Et une contrepartie, Kinshasa prend 3 engagements. Premier engagement, reconstruire. Un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu mobilisera environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026. Ce plan intègre la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels, le retour digne des personnes déplacées. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. La RDC renforcera son cadre juridique relatif à la protection des déplacés par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala et l'adoption d'une loi sur le financement de l'action humanitaire. Les administrations parallèles instaurées par le M23 et les violations graves des droits humains feront l'objet de poursuites conformes au droit international. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale par l'intégration économique. Le discours contient une charge politique centrale. Tshisekedi refuse explicitement toute équivalence entre agresseurs et victimes. Il dénonce l'usage du terme « peuple des Grands Lacs » employé par Emmanuel Macron lors de son intervention d'ouverture. Cette formulation dilue la responsabilité rwandaise en créant une fausse symétrie régionale. Le président congolais insiste sur le peuple congolais et la population de l'Est de la RDC. Cette bataille sémantique structure le conflit narratif. Macron parle d'une crise régionale nécessitant une réponse collective. Tshisekedi parle d'une agression étrangère nécessitant l'application du droit international. Le discours offensif du président congolais visait directement le Rwanda. Mais l'accusé n'était pas dans la salle pour se défendre ou pour négocier. L'absence de Paul Kagame, loin d'être anecdotique, constitue l'autre événement majeur de cette conférence. Elle est une réponse stratégique qui en dit long sur la posture de Kigali. Paul Kagame refuse de se rendre à Paris. Cette décision produit plusieurs effets stratégiques. Premier effet, délégitimation du forum. L'absence du président rwandais transforme la conférence en exercice diplomatique occidental sans adhésion régionale. Kagame signale que la France n'a pas la légitimité pour arbitrer ce conflit. Deuxième effet, isolation de Tshisekedi. Sans la présence de Kagame, aucune confrontation directe ne peut se produire. Aucune négociation bilatérale ne peut s'engager. Tshisekedi se retrouve à plaider sa cause devant une assemblée internationale sans que son principal adversaire politique soit présent pour répondre. Troisième effet, maintien d'une posture de non-reconnaissance. Kigali ne reconnaît pas Kinshasa comme interlocuteur légitime sur la question du M23.
le Rwanda exige des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23. Kinshasa refuse cette approche, considérant le M23 comme une organisation terroriste. Cette impasse diplomatique remonte à décembre 2024. João Lourenço, président angolais et médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, organise une rencontre à Luanda le 15 décembre entre Tshisekedi et Kagame. Le président rwandais ne s'y rend pas à la dernière minute. Selon Kinshasa, Kagame pose comme condition préalable l'ouverture de négociations directes entre la RDC et le M23. Tshisekedi refuse catégoriquement. Cette exigence rwandaise constitue une ligne rouge insurmontable pour les autorités congolaises. Le 18 janvier 2025, Tshisekedi déclare publiquement « Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. » La spectaculaire offensive du M23 fin décembre 2024 et janvier 2025 suit immédiatement l'échec de la médiation angolaise. Le dimanche 26 janvier, les rebelles du M23 et les forces rwandaises entrent dans Goma et prennent le contrôle des principaux points stratégiques de la ville. Cette prise de Goma constitue l'escalade militaire majeure, justifiant la tenue de la conférence de Paris. L'absence de Kagame à Paris prolonge exactement la même dynamique qu'à Luanda. Refus de négocier avec Tshisekedi sans reconnaissance préalable du M23 comme acteur politique autonome. L'envoi du ministre Olivier Nduhungirehe maintient un canal diplomatique minimal. Kigali ne rompt pas totalement avec le processus, mais évite toute exposition symbolique du chef d'État. Cette posture intermédiaire protège Kagame contre une éventuelle mise en accusation publique. Si le président rwandais s'était rendu à Paris, Tshisekedi aurait pu directement l'interpeller sur le soutien au M23. La pression internationale aurait contraint Kagame à répondre publiquement. En restant à Kigali, le président rwandais contrôle sa communication et ne subit aucune contrainte diplomatique immédiate. L'absence simultanée de Museveni et Ndayishimiye renforce la position rwandaise. L'Ouganda et le Burundi refusent également de cautionner l'initiative française. Cette coalition d'absence signale un front diplomatique régional opposé à l'intervention française dans les Grands Lacs. Paris apparaît comme un acteur extérieur tentant d'imposer un cadre de négociation rejeté par les principaux protagonistes régionaux. La multiplication des processus de médiation fragmente les efforts de paix. Washington, Doha, l'Union africaine via le Togo, l'Angola et désormais Paris proposent des cadres concurrents. Cette fragmentation bénéficie aux acteurs régionaux qui peuvent jouer un processus contre un autre. Malgré ce boycott régional et l'impasse politique évidente, la France, en tant que pays hôte, se devait de présenter des résultats concrets. L'annonce principale d'Emmanuel Macron n'a pas porté sur la sécurité ou le retrait militaire, mais sur une mesure humanitaire d'urgence, l'aéroport de Goma. Une annonce immédiatement décryptée à Kinshasa comme une manœuvre stratégique. Emmanuel Macron annonce en clôture de la conférence la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires dans les prochaines semaines, ainsi que des couloirs sécurisés pour l'acheminement de l'aide. Cette annonce constitue le point le plus contesté de la conférence. Les analyses critiques congolaises identifient cette mesure comme un piège stratégique favorable au M23. L'aéroport international de Goma demeure fermé aux vols civils depuis la prise de la ville par le M23 en janvier 2025. Seuls les vols militaires de l'armée congolaise et les rotations logistiques de la MONUSCO opèrent. La réouverture pour des vols humanitaires modifie radicalement le contrôle territorial. Qui garantit la sécurité des couloirs aériens? Qui contrôle les flux entrants et sortants? Qui vérifie les cargaisons? Ces questions opérationnelles déterminent l'équilibre militaire dans l'Est. La position critique repose sur une lecture géopolitique de l'initiative française. La France entretient des accords militaires et économiques substantiels avec le Rwanda. Ces accords structurent la capacité opérationnelle de l'armée rwandaise. Paris fournit formation militaire
équipement et soutien diplomatique à Kigali depuis plusieurs décennies. Cette relation stratégique franco-rwandaise sous-tend l'analyse critique de la conférence. Si la France protège les intérêts rwandais au niveau international, la proposition de réouverture de l'aéroport de Goma sert potentiellement l'agenda de Kigali plutôt que celui de Kinshasa. La thèse du tiège s'articule selon 3 séquences. Première séquence, sensibilisation humanitaire. La conférence mobilise l'opinion internationale sur la crise humanitaire. Deuxième séquence, pression opérationnelle. La communauté internationale exige l'accès humanitaire pour sauver des vies. Troisième séquence, contrainte politique. Pour permettre l'acheminement de l'aide, il faut rouvrir l'aéroport. Kinshasa se trouve contraint d'accepter, sous peine d'être accusé d'entraver l'aide humanitaire. Une fois l'aéroport rouvert, le contrôle des flux devient problématique. Le M23 contrôle les abords de Goma. Les forces rwandaises opèrent dans la zone. Qui inspecte les avions humanitaires? Qui garantit que seul du matériel humanitaire transite? Le risque identifié, acheminement de matériel militaire sous couverture humanitaire. Cette interprétation repose sur le précédent du conflit de 1996-1997. Durant la Première Guerre du Congo, les couloirs humanitaires ont servi de vecteur logistique pour les groupes armés. L'histoire régionale produit une méfiance structurelle envers les dispositifs humanitaires pouvant être détournés à des fins militaires. La formulation employée par Macron alimente cette suspicion. Le président français parle de réouverture et de libération de l'aéroport. Le terme « libération » implique que l'aéroport est actuellement sous contrôle hostile. Libération par qui? Avec quels moyens? Sous quelle autorité? Ces questions demeurent sans réponse opérationnelle claire. Tshisekedi a explicitement conditionné toute réouverture à un encadrement strict sous responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises. Cette formulation vise à bloquer tout mécanisme multilatéral contournant la souveraineté congolaise. Le président congolais refuse que l'aéroport soit rouvert par décision internationale sans contrôle effectif de Kinshasa sur les opérations. Le bras de fer diplomatique porte précisément sur les modalités opérationnelles du corridor humanitaire. Les organisations humanitaires présentes à Paris, notamment Solidarité Internationale et Human Rights Watch, réclament effectivement l'accès humanitaire immédiat. Kevin Goldberg, directeur général de Solidarité Internationale, déclare « Les infrastructures d'eau et d'assainissement réparées en 2024 ont été détruites à la suite d'attaques ciblées. Une situation intolérable qui contribue à l'augmentation des cas de choléra. » Les ONG insistent sur l'urgence vitale. Elles ne questionnent pas les implications sécuritaires des mécanismes d'acheminement. Cette divergence entre impératifs humanitaires et calculs sécuritaires structure le blocage. Kinshasa se trouve face à un dilemme stratégique insoluble. Refuser la réouverture expose le gouvernement congolais aux accusations d'obstruction humanitaire. Accepter la réouverture sans garantie de contrôle souverain risque de consolider l'emprise du M23 sur Goma. Ce dilemme illustre l'asymétrie fondamentale de la conférence. La communauté internationale propose des solutions techniques à un conflit politique. Le second résultat tangible de la conférence, après la promesse sécuritaire ambiguë sur Goma, est d'ordre financier. Face à une crise humanitaire dont Antonio Guterres a rappelé la gravité, les donateurs internationaux ont répondu par des promesses de dons. Mais là encore, l'analyse des chiffres impose la prudence. Emmanuel Macron annonce la mobilisation de 1,5 milliard d'euros d'aide internationale pour la région des Grands Lacs. Cette somme s'inscrit dans le plan de réponse humanitaire des Nations Unies, évalué à 2,5 milliards d'euros pour 2025. Avant la conférence, seuls 16% de ce plan était financé. L'annonce de 1,5 milliard couvre théoriquement 60% du plan, portant le financement total à 76%. Ces chiffres nécessitent plusieurs clarifications critiques. Première clarification, nature des engagements. Kevin Goldberg,
directeur général de Solidarité Internationale, interroge immédiatement la portée temporelle de cette enveloppe. Parle-t-on d'engagement pluriannuel ou uniquement de 2025, comme c'était censé être le cas? Cette question révèle une pratique diplomatique courante lors des conférences internationales. Les annonces de financement agrègent des engagements nouveaux et des promesses antérieures. Les 1,5 milliard annoncés incluent probablement des contributions déjà programmées par les États donateurs dans leur budget d'aide au développement. La part de financement réellement additionnel demeure incertaine. Deuxième clarification. Décaissement effectif. Les promesses de dons internationaux ne garantissent pas leur mise en œuvre opérationnelle. Les procédures budgétaires nationales, les conditions d'attribution, les mécanismes de traçabilité retardent ou réduisent les montants effectivement versés. L'historique des conférences humanitaires démontre un écart récurrent entre annonces et réalisations. La conférence des donateurs pour la RDC en 2024 avait mobilisé des promesses significatives. Le taux de décaissement réel n'a jamais atteint les annonces initiales. Troisième clarification, allocation géographique. L'enveloppe concerne la région des Grands Lacs et non exclusivement la RDC. Cette formulation dilue la concentration des ressources. Le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie peuvent théoriquement revendiquer des parts de cette aide au titre de leur propre population déplacée ou réfugiée. La ventilation exacte entre pays n'est pas précisée. Cette imprécision génère une incertitude supplémentaire sur les montants effectivement alloués à l'est de la RDC. Quatrième clarification. Mécanisme de distribution. Qui distribue l'aide sur le terrain? Les agences des Nations Unies, principalement le HCR et l'OCHA, coordonnent la réponse humanitaire. Les ONG internationales, comme Médecins sans frontières, le Comité international de la Croix-Rouge, Solidarité internationale, opèrent directement. Les organisations locales congolaises participent à la distribution. Chaque acteur prélève des coûts opérationnels, logistiques, administratifs. Le ratio entre montants annoncés et montants effectivement distribués aux bénéficiaires finaux varie significativement selon les circuits. Les 1,5 milliard annoncés doivent couvrir plusieurs secteurs prioritaires: santé d'urgence, sécurité alimentaire, abris pour déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable et assainissement, éducation en situation d'urgence. L'allocation sectorielle détermine l'impact réel. Un financement concentré sur l'aide alimentaire d'urgence produit des effets différents d'un financement orienté vers la reconstruction des infrastructures sanitaires. Les priorités sectorielles reflètent les agendas des donateurs autant que les besoins des populations. La question du suivi et de la redevabilité demeure centrale. Tshisekedi insiste dans son discours sur la nécessité d'un financement massif, rapide, traçable. Le terme traçable vise directement les mécanismes de contrôle. La RDC a créé la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes pour canaliser les contributions internes et externes et garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. Ce mécanisme national vise à éviter que les flux humanitaires contournent totalement les structures étatiques congolaises. Kinshasa cherche à conserver une visibilité et un contrôle minimal sur l'aide internationale. Les ONG internationales privilégient généralement les circuits directs sans passer par les administrations nationales, invoquant des risques de détournement, de corruption, d'inefficacité bureaucratique. Cette pratique marginalise structurellement l'État congolais dans la gestion de l'aide destinée à ses propres citoyens. Le débat sur les mécanismes de distribution reflète une tension classique entre efficacité opérationnelle humanitaire et respect de la souveraineté nationale. Les 1,5 milliard annoncés à Paris constituent une amélioration quantitative significative par rapport au sous-financement chronique de la réponse humanitaire en RDC. Ils ne modifient pas la dynamique politique du conflit. L'aide humanitaire traite les symptômes sans agir sur les causes. Tant que le M23 contrôle des territoires,
tant que les forces rwandaises opèrent en RDC, tant que l'instabilité sécuritaire persiste, les besoins humanitaires continueront de croître. Le financement devient un substitut à l'action politique. Et mettant bout à bout l'impasse diplomatique, le piège sécuritaire de l'aéroport et le financement ambigu de l'humanitaire, la conférence de Paris expose au grand jour les failles béantes de l'approche internationale. Loin de résoudre la crise, elle met en lumière les contradictions profondes qui paralysent toute solution durable. La conférence de Paris expose plusieurs contradictions irréconciliables entre objectifs déclarés et dynamiques observées. Première contradiction, paix versus prospérité. L'intitulé même de la conférence associe deux concepts non séquencés. La prospérité régionale nécessite une stabilité sécuritaire préalable. Parler de prospérité dans une région où 7,8 millions de personnes sont déplacées relève de l'oxymore diplomatique. L'analyse critique identifie cette association comme une tentative de détourner l'attention de l'urgence sécuritaire vers un agenda économique à long terme favorable aux intérêts miniers et commerciaux internationaux. La RDC concentre des ressources stratégiques critiques, cobalt, coltan, lithium, cuivre, or, diamant. L'Est du pays, théâtre du conflit, recèle une partie significative de ces gisements. L'intégration économique régionale, mentionnée dans l'agenda de la conférence, vise potentiellement à faciliter l'exploitation et l'exportation de ces ressources via les infrastructures régionales contrôlées par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Ce schéma reproduirait les circuits d'extraction illégale et de blanchiment des minerais de conflit dénoncés depuis des décennies par les experts des Nations Unies. Tshisekedi tente de bloquer cette dynamique en subordonnant toute discussion sur l'intégration économique à la résolution préalable du conflit sécuritaire. Deuxième contradiction, médiation et partialité. La France organise une conférence de médiation tout en maintenant des relations stratégiques étroites avec l'un des belligérants. Cette configuration disqualifie structurellement Paris comme médiateur neutre. L'analyse congolaise considère que la France joue simultanément les rôles d'arbitre et de soutien à l'agresseur. Cette double position invalide la légitimité du processus. Les absences de Kagame, Museveni et Ndayishimiye confirment que les acteurs régionaux ne reconnaissent pas cette médiation. La multiplication des processus de médiation signale l'absence de consensus sur le cadre de résolution. Washington mène des négociations directes RDC-Rwanda depuis juin 2025. Un accord de paix a été signé à Washington fin juin entre Kinshasa et Kigali. Doha accueille depuis juillet des négociations entre la RDC et le M23. Une déclaration de principe a été signée le 19 juillet à Doha, où les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent. L'Union africaine mandate le Togo comme médiateur pour la région des Grands Lacs. L'Angola, via João Lourenço, pilote une médiation SADC depuis 2022. Paris ajoute un cinquième processus. Cette fragmentation diplomatique produit deux effets contradictoires. Elle offre des espaces de négociation multiples permettant potentiellement des avancées sur différents aspects du conflit. Simultanément, elle disperse les pressions internationales et permet aux belligérants de jouer un processus contre un autre, bloquant tout progrès décisif. Le Rwanda peut privilégier Washington où il obtient des garanties sécuritaires. La RDC peut privilégier l'Union africaine où le principe de souveraineté prévaut. Cette compétition entre médiateurs paralyse l'action collective. Troisième contradiction, discours et réalité sur le terrain. Les accords signés à Washington en juin et à Doha en juillet n'ont produit aucune désescalade militaire effective. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Les transcriptions d'émissions fournies en source documentent des affrontements violents entre Wazalendo et M23 sur l'axe Kachebere, Mungi,
dans le groupement de l'Uberiki, à Walikale. Un calme précaire est mentionné avec un repli des Wazalendo vers Mikumbi et Miba. Plus de 8900 ménages de déplacés de Walikale fuyant les combats se trouvent en détresse dans le groupement Kanyabayonga. Ces données factuelles contredisent les narratifs diplomatiques sur le cessez-le-feu. La conférence de Paris se tient dans ce contexte de violence continue. Les engagements pris à Paris ne modifient pas l'équilibre militaire sur le terrain. Le M23 conserve le contrôle de Goma et des zones stratégiques du Nord Kivu. Les forces rwandaises maintiennent leur présence opérationnelle. L'armée congolaise, renforcée par les Wazalendo, groupes d'autodéfense locaux, résiste mais ne parvient pas à reprendre les territoires perdus. Cette stagnation militaire détermine la réalité opérationnelle indépendamment des conférences diplomatiques. Les analyses optimistes identifient néanmoins des opportunités. La mobilisation financière, même incomplète, améliore les capacités de réponse humanitaire. Le maintien d'un dialogue multilatéral, même fragmenté, préserve des canaux de négociation. La pression internationale sur le Rwanda, même insuffisante, produit un coût réputationnel pour Kigali. La résolution 2773 du Conseil de sécurité, même non appliquée, établit un cadre juridique de référence. Ces éléments constituent des acquis fragiles mais réels. L'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma, malgré les risques identifiés, pourrait effectivement faciliter l'acheminement massif d'aide vitale. 13 humanitaires ont été tués depuis janvier 2025, selon Macron. Cette statistique rappelle les dangers auxquels sont exposés les acteurs humanitaires. La sécurisation de corridors protégés pourrait réduire cette mortalité et accélérer les opérations de secours. Ces arguments légitimes entrent en tension avec les calculs sécuritaires du gouvernement congolais. Le débat interne congolais reflète ces contradictions. Une partie de l'opinion et de la classe politique soutient la participation à toutes les instances internationales pour maintenir la visibilité de la cause congolaise. Une autre partie considère ces participations comme des pièges diplomatiques affaiblissant la position de Kinshasa. Les transcriptions d'émissions fournies illustrent cette seconde position critique. L'analyse diffusée dénonce le piège de la conférence, critique la malhonnêteté de la France, exige la rupture des accords franco-rwandais comme préalable à toute médiation crédible. Cette ligne dure représente une sensibilité significative de l'opinion congolaise. Au terme de cette journée de déclarations et de promesses, la question demeure. Quel avenir pour l'Est du Congo? Les engagements de Paris ouvrent la voie à plusieurs trajectoires, allant de la stagnation politique à l'escalade militaire. Les prochains mois détermineront la traduction opérationnelle des engagements pris à Paris. 3 scénarios structurent les évolutions possibles. Premier scénario, poursuite de la fragmentation. Les processus de médiation multiples continuent sans coordination effective. Washington, Doha, Paris, Luanda, l'Union africaine produisent des déclarations, des accords partiels, des cessez-le-feu locaux non respectés. Le M23 consolide son contrôle territorial dans l'attente d'une reconnaissance politique. Les forces rwandaises maintiennent leur présence indirecte. L'armée congolaise et les Wazalendo résistent localement sans capacité de reconquête. La situation s'enlise dans une guerre de basse intensité prolongée. Les flux humanitaires augmentent sans résoudre les causes du conflit. Ce scénario de stagnation constitue la trajectoire la plus probable à court terme. Deuxième scénario, escalade militaire. Les tensions accumulées débouchent sur une offensive majeure de l'armée congolaise, soutenue par des alliés régionaux pour reprendre Goma et les territoires occupés. Cette offensive provoque une réaction rwandaise directe. Le conflit s'internationalise ouvertement. Les pays de la SADC, dont l'Angola et l'Afrique du Sud, déploient des contingents militaires pour soutenir Kinshasa. L'EAC, dont le Rwanda et l'Ouganda sont membres, soutient Kigali. La région bascule dans une guerre interétatique régionale aux conséquences imprévisibles.
Ce scénario catastrophe demeure possible si les dynamiques diplomatiques échouent totalement. Troisième scénario, compromis territorial. Les médiations convergent vers une solution politique négociée impliquant une autonomie accrue de l'Est de la RDC, une intégration des combattants du M23 dans l'armée nationale, des garanties sécuritaires pour les populations tutsi congolaises, un retrait progressif des forces rwandaises, une normalisation des relations RDC. La séquence politique issue du discours du 30 octobre 2025 impose un examen rigoureux et prolongé. Les équilibres régionaux évoluent sous tension continue. L'absence de Paul Kagame à cette conférence modifie l'architecture des rapports de force et indique un refus d'entrer dans un cadre de discussion où les coûts stratégiques risquaient d'être immédiats pour Kigali. Cette absence signale un verrouillage décisionnel rwandais, orienté vers la préservation d'un rapport asymétrique construit depuis des années dans l'est de la RDC. Elle révèle aussi un calcul visant à éviter toute confrontation narrative directe, surtout dans un moment où les accusations croisées gagnent en visibilité internationale. Le discours du président Tshisekedi établit une ligne directrice centrée sur la restauration de l'autorité de l'État, la maîtrise du territoire et la mobilisation régionale. L'ensemble produit un signal politique clair. Le pays confirme sa volonté de repositionnement stratégique. Ce repositionnement repose sur un renforcement de la pression diplomatique, une formalisation plus stricte des alliances opérationnelles régionales et une exigence de transparence accrue autour de la responsabilité des acteurs armés actifs à l'Est. Les réactions internes et externes montrent une fragmentation des intérêts en présence. Les analyses collectées soulignent la persistance des divergences concernant la responsabilisation du Rwanda, la nature exacte des opérations du M23, l'impact de la présence militaire étrangère et la gouvernance sécuritaire dans le Kivu. Ces divergences doivent être intégrées dans la planification. Elles indiquent que la conférence n'a pas produit un consensus, mais un cadrage initial nécessitant suivi, évaluation continue et mécanismes de vérification indépendants. Les implications pour Kinshasa sont lourdes. Le pays doit consolider sa posture diplomatique, structurer son renseignement stratégique, renforcer la coordination interne entre institutions sécuritaires et stabiliser la chaîne de commandement sur les théâtres prioritaires. La crédibilité politique de ce discours se mesurera à sa traduction en actes, notamment dans la gestion des corridors économiques critiques, l'encadrement administratif des zones en tension, etc. La lutte contre les flux illicites transfrontaliers et la surveillance permanente des mouvements armés. L'impact régional s'annonce significatif. Les voisins suivent attentivement l'évolution des relations entre Kinshasa, Kigali et Kampala. Toute modification structurelle dans l'Est influence les trafics, les routes commerciales, l'économie informelle, les équilibres militaires et les positionnements diplomatiques. Les États de la région devront ajuster leur stratégie selon les réponses de la RDC et l'évolution des rapports institutionnels africains et internationaux à propos de la crise. Le rapport du président Tshisekedi, associé aux analyses disponibles, montre que les coûts de l'inaction seraient élevés. Les retards dans la mise en œuvre risquent de prolonger l'instabilité, d'encourager des acteurs armés à renforcer leurs capacités, d'alimenter des flux financiers opaques et d'accélérer des dynamiques migratoires internes difficiles à encadrer. Les conséquences humanitaires, économiques et institutionnelles s'en trouveraient aggravées. Cette conclusion engage une suite opérationnelle obligatoire. Surveiller les réponses régionales. Renforcer la coopération sécuritaire avec des partenaires disposés à agir sur des bases vérifiables. Soutenir la réforme interne des forces nationales pour garantir discipline, cohérence et lisibilité stratégique. Multiplier les canaux diplomatiques vers les institutions continentales. Documenter systématiquement toute activité armée suspecte pour réduire l'ambiguïté exploitable par certains acteurs. L'épisode du 30 octobre 2025 ne constitue pas un simple événement. Il représente un moment charnière où les positions se sont clarifiées. Le Rwanda a signalé son refus de participer. La RDC a affiché une stratégie plus affirmée.
Les partenaires extérieurs ont observé les signaux envoyés. Les mois suivants détermineront si cette orientation produit stabilisation, recomposition politique régionale ou renforcement des tensions. L'enjeu dépasse le cadre congolais et engage l'équilibre sécuritaire de toute la région des Grands Lacs. Inside News Review arrive à son terme. L'analyse exposée impose vigilance, méthode et suivi constant. Les signaux diplomatiques issus de cette conférence reconfigurent les rapports régionaux. Les décisions prises ou évitées façonnent déjà les trajectoires sécuritaires. Les institutions africaines, les chancelleries et les observateurs spécialisés suivront chaque évolution car les implications dépassent le seul périmètre congolais. La rédaction maintiendra une attention soutenue sur les effets politiques, les repositionnements stratégiques, les réactions des capitales régionales et les ajustements de Kigali, Kampala et Kinshasa. Aucune zone d'ombre ne sera écartée. Chaque facteur susceptible d'influencer la stabilité des Grands Lacs sera traité avec exactitude et rigueur. Le public doit disposer d'une lecture claire, structurée et exempte de complaisance. Merci d'avoir suivi cette édition. Marcel vous donne rendez-vous pour le prochain Inside News Review.